Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. À suivre ce matin, le débat d'orientation des finances publiques pour 2012. Chaque année, au printemps, le gouvernement dépose un rapport sur l'évolution de l'économie et sur l'orientation des finances publiques. C'est sur ce rapport que va porter la discussion. C'est Benoît Hamon, le ministre de l'économie solidaire, qui a pris la parole en premier mardi pour indiquer la stratégie de redressement des comptes du gouvernement. Tout de suite donc, retour à la séance mardi après-midi. Mes chers collègues, Monsieur le ministre, l'ordre du jour appelle une déclaration du gouvernement sur les orientations des finances publiques, suivie d'un débat sur cette déclaration. La parole est à Monsieur Benoît Hamon, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi un petit mot personnel. C'est la première fois qu'en tant que ministre du gouvernement, je vais prendre la parole à une aussi prestigieuse tribune. Et ce petit mot personnel, il sera pour mes grands-parents, humbles paysans et ouvriers bretons, et qu'il me plaît de faire revivre quelques secondes devant vous en cet instant. Monsieur le Président, donc, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le débat d'orientation sur les finances publiques permet au gouvernement d'exposer devant la représentation nationale les grandes lignes de sa stratégie de redressement des comptes. Cette discussion a déjà eu lieu la semaine dernière à l'Assemblée nationale, en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici, et du ministre délégué au budget. Je me réjouis de venir à mon tour à votre rencontre, à la rencontre de cette Chambre aujourd'hui pour prolonger le dialogue commencé avec la représentation nationale. Le Premier ministre a eu l'occasion de le répéter maintes fois, le gouvernement entend pleinement associer le Parlement au chantier crucial de redressement des comptes et nous partageons au gouvernement une même envie d'aller à la rencontre de la représentation nationale, une même considération pour ses membres. Nous veillerons à ce que chacun remplisse sa tâche et pour ce qui nous concerne, pour le gouvernement, cela nécessite de faire sienne une culture de dialogue, d'écoute et de pédagogie, ce à quoi je vais essayer de m'astreindre pendant les minutes qui viennent. Vous connaissez les contraintes qui bordent l'exercice d'assainissement des comptes que nous avons commencé et que le rapport de la Cour des comptes a détaillé depuis juillet. Le pays doit faire face à un triple déficit alors que les tensions restent vives dans la zone euro. Un déficit de croissance, un déficit de crédibilité et un déficit de confiance. Le déficit de croissance et de compétitivité, tout d'abord. Il trouve en partie sa source chez certains de nos partenaires européens, contraints à des politiques d'austérité en l'absence de solution d'ensemble à la crise des dettes souveraines. C'est d'ailleurs un jeu à somme nulle puisque tous les pays ajustent simultanément leurs dépenses publiques et leurs salaires, mais qu'aucun du coup n'améliore sa compétitivité relativement aux autres. Ce déficit de croissance résulte aussi de la faiblesse de la consommation des ménages qui ne joue plus suffisamment son rôle historique de moteur de la croissance française. Permettez-moi de rappeler au passage la baisse de la croissance du revenu arbitral disponible pour les ménages qui montre un vrai effondrement aujourd'hui de la demande. Il s'explique enfin par une perte de compétitivité sans précédent. Nos parts de marché à l'exportation ont reculé de 20% au cours des 5 dernières années. Un déficit de crédibilité ensuite. Nos comptes publics dérivent depuis 10 ans. La dette publique a augmenté de 600 milliards d'euros depuis 2007 et le déficit public s'élève en 2011 à plus de 100 milliards d'euros. Le Premier ministre a rappelé dans son discours de politique générale que le service de la dette, 50 milliards d'euros par an, constituait notre premier poste budgétaire, ce qui constitue une charge bien lourde pour les Français. L'audit de la Cour des comptes montre que la crise n'explique pas tout. L'Allemagne, elle, a su ramener son déficit public à un niveau proche de l'équilibre en 2011. Quant au déficit public, s'il a été réduit à 5,2% en 2011 pour ce qui concerne la France, Pierre Moscovici a eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure, son niveau spontané dérivait vers 5% en 2012. C'est pourquoi nous devons, avec la loi de finances rectificative qui est également soumise à votre examen pendant cette session, procéder à une importante correction de trajectoire.
Un déficit de confiance enfin, l'instabilité, les remises en question permanentes et la confusion des objectifs ont sapé la confiance dans l'action publique. Des décisions fiscales injustes en faveur des plus privilégiés ont aussi entamé notre cohésion sociale. C'est à ce triple déficit, déficit de croissance, d'emploi, déficit de crédibilité budgétaire et de confiance, enfin, que nous devons remédier. Et c'est pour cela qu'un changement de cap est nécessaire. C'est le sens du vote des Français en mai et en juin. Notre stratégie passe donc par une action résolue en faveur de la croissance et de la solidarité, au niveau national bien sûr, mais aussi au niveau européen, et par le redressement des comptes dans la justice. Au niveau européen, des avancées majeures pour le retour de la croissance ont été réalisées lors du sommet des 28 et 29 juin. Grâce en particulier aux efforts de la France et au message fort porté par le président de la République François Hollande, la croissance a été replacée au cœur de la construction européenne. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté un pacte ambitieux qui s'appuie sur 120 milliards d'euros, soit l'équivalent du budget de l'Union européenne aujourd'hui, 1% du PIB de l'Union, avec des ressources nouvelles et une orientation de l'ensemble des instruments et des politiques européennes en faveur de la croissance. Ils ont également décidé la mise en place d'une supervision financière intégrée, étape fondamentale qui nous permettra de mieux contrôler le secteur financier, mais aussi de contenir l'impact des crises sur les finances publiques, notamment avec une recapitalisation des banques en difficulté par le mécanisme européen de stabilité. Ils ont enfin commencé à tracer la feuille de route d'une intégration solidaire. Au niveau national, des mesures d'urgence en faveur de la justice, de l'emploi et du pouvoir d'achat ont d'ores et déjà été adoptées par le gouvernement. Décret sur les retraites, hausse de l'allocation de rentrée scolaire, coup de pouce au SMIC, contrats aidés supplémentaires, abrogation de la TVA sociale qui aurait constitué une ponction importante sur le pouvoir d'achat des ménages. Ces mesures nécessaires autant sur un plan social qu'économique ont été entièrement financées par des hausses de recettes ou par des économies supplémentaires. Nous proposerons d'autres mesures pour encourager l'emploi et le pouvoir d'achat au cours des prochains mois, que je me contenterai de mentionner brièvement ici pour mémoire. Il reviendra aux ministres compétents ensuite d'en fixer les contours. Elles auront notamment pour finalité de mieux encadrer l'évolution des dépenses dites incompressibles des ménages, ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure sur la baisse de la croissance du revenu arbitral disponible. La réalité aujourd'hui, c'est que la possibilité de choisir ce que l'on peut dépenser diminue. Ces dépenses-là, nous voulons mieux les contrôler, ces dépenses incompressibles, et c'est dans le domaine du logement et de la santé, une action du gouvernement qui fera en sorte qu'elle pèse de moins en moins lourdement dans les budgets individuels. Le retour de la croissance passera aussi par un soutien déterminé à l'investissement, condition du redressement de l'appareil productif et de la relance de la croissance. Nous mobiliserons ici deux leviers, la fiscalité et la finance, pour servir un même objectif, réformer le financement de l'économie réelle, c'est-à-dire rétablir des canaux d'irrigation entre, d'une part, des capacités de financement considérables mais souvent inexploitées, et d'autre part, un tissu de petites et moyennes entreprises industrielles et d'entreprises de taille intermédiaire qui peinent à trouver des moyens de se développer. La création d'une banque publique d'investissement, la réforme du système bancaire, de l'épargne réglementée et de la fiscalité de l'épargne en constituent les axes principaux. En parallèle, nous favoriserons l'investissement des entreprises avec une évolution de l'impôt sur les sociétés et du crédit impôt recherche, et nous proposerons plusieurs initiatives pour soutenir le commerce extérieur. La fiscalité sera ainsi rendue plus lisible, plus efficace et plus juste, et favorisera les entreprises qui investissent au détriment de celles qui délocalisent. Comme l'a indiqué le Premier ministre, être juste, c'est aussi reconnaître l'apport des créateurs, des innovateurs et des entrepreneurs. Le soutien à l'activité ne doit cependant pas être en contradiction avec le redressement des comptes publics. Vous connaissez l'horizon que nous nous sommes fixé. Le gouvernement mettra en œuvre en 2 temps la réforme de la fiscalité dans la justice, présentée lors de la campagne présidentielle. Une première étape s'insère dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de l'été 2012. Elle permettra d'atteindre l'objectif fixé par le nouveau gouvernement d'un déficit public à 4,5 points de PIB en 2012. Le projet de loi de finances pour 2013 constituera la 2e étape de cette réforme qui, couplée à une maîtrise responsable de la dépense, permettra de ramener notre déficit à un niveau de 3 points de PIB avant de retrouver l'équilibre en 2017. Ces objectifs sont ambitieux, nous les assumons
pour respecter nos engagements européens, mais aussi pour restaurer la confiance et pour rester souverain, aussi face à des marchés financiers qui guettent les moindres signes de vacillement de notre part, mais surtout pour faire de notre budget un instrument au service de la croissance, mais également au service de notre modèle social. La marche que nous aurons à franchir est haute et nous ne l'avons jamais cachée. Nous devrons ainsi opérer des choix structurels qui ont jusqu'ici fait défaut. Je veux aussi vous dire ceci, autour de cette même cible de déficit, différents chemins peuvent être empruntés et le chemin qui sera emprunté par ce gouvernement ne sera absolument pas le même de celui emprunté par le précédent, qui d'ores et déjà, pour le budget de cette année, était en échec et différent de ceux que nous pouvons connaître ailleurs en Europe. Nous atteindrons donc nos objectifs, mais en le faisant avec notre propre voie, c'est-à-dire en répartissant les efforts au plus juste et en dégageant des capacités financières pour nos priorités. C'est ce que le président de la République, François Hollande, a appelé le redressement dans la justice. Plus précisément, nous proposons que les efforts soient justement répartis entre recettes et dépenses, justement répartis dans le temps, justement répartis entre le secteur privé et le secteur public, justement répartis au sein du secteur public, justement répartis entre les ménages et les entreprises, les ménages les plus aisés et les grandes entreprises dont les taux d'imposition sont les plus faibles seront plus particulièrement mis à contribution. Qui peut le plus contribuera le plus. L'efficacité économique rejoindra ainsi l'exigence politique de justice sociale. Pour décliner ces principes, nous avons fixé plusieurs règles que je viens vous présenter. Compte tenu de la situation dégradée à la fois de l'économie et des finances publiques, nous avons décidé de faire porter l'effort de manière parfaitement équilibrée sur la dépense et sur la recette sur la période 2012-2017, comme l'a d'ores et déjà indiqué dans sa réponse tout à l'heure, Pierre Moscovici. Le gouvernement ne procédera pas à un ajustement par le seul levier de la fiscalité, mais entend bien maîtriser la dépense publique en prenant appui sur des normes strictes. En effet, nous ne voulons ni dessécher l'administration, ni faire porter le poids du redressement sur la seule imposition des ménages et des entreprises. À partir de 2014, le taux de prélèvement obligatoire sera globalement stable et la hausse des impôts étant concentrée sur 2012 et 2013. La dépense publique sera, elle, maîtrisée avec une évolution moyenne de 0,8% sur la période qui sera permise conformément aux recommandations de la Cour des comptes, à la fois par une participation de l'ensemble des acteurs publics à l'effort de redressement, mais aussi par le financement des priorités du gouvernement de la manière suivante. Les dépenses de l'État hors dette et pensions seront stabilisées en valeur. Les règles s'imposant à l'État en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de la masse salariale s'appliqueront également aux opérateurs. Les concours aux collectivités territoriales seront stabilisés en valeur et un pacte de confiance et de solidarité entre les collectivités territoriales sera conclu dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Enfin, la dépense sociale sera maîtrisée. En particulier, la progression de l'ONDAM sera limitée à 2,7% en 2013 contre une évolution tendancielle d'environ 4%. Cette évolution de la dépense publique sera rendue possible par le projet de refondation et de modernisation de l'action publique qui permettra, en opposition aux coupes aveugles de la RGPP, des réformes éclairées, partagées par tous et tout particulièrement des agents publics, sans qui la réforme est à nos yeux impossible. Une procédure d'évaluation des investissements publics, facteur clé de la croissance et de productivité, sera également lancée de façon à s'assurer du rendement de l'investissement productif sans grever les finances publiques. La stratégie de finances publiques 2013-2017 sera précisée et déclinée dans la loi de programmation des finances publiques, dont le projet sera présenté au Parlement et à vous-même à l'automne. Je précise que notre trajectoire de retour à l'équilibre repose sur des hypothèses de croissance on ne peut plus prudente, 0,5% en 2012, 1,2% en 2013, 2% sur la période 2014-2017. Un mot enfin pour clore ce débat à propos de l'esprit qui anime tout le gouvernement. Plus qu'un esprit d'ailleurs, une méthode, 3 principes guideront nos initiatives: prudence, concertation et pragmatisme. La prudence, et je pense ici à la prudence en matière de prévision de croissance, conditionne la remise en ordre des finances publiques. Trop souvent, les prévisions financières se fondent sur des hypothèses exagérément optimistes. Nous allons donc rompre avec cette pratique. La République exemplaire, c'est aussi cela,
un discours de vérité sur les conditions dans lesquelles nous apprécions la croissance dans les mois et les années à venir. La concertation ensuite, qui est l'antidote aux initiatives sans lendemain, aux réformes jetables et aux lois mal conçues et donc mal appliquées. Elle nécessite que le redressement soit mis en œuvre en associant les partenaires sociaux et les collectivités à notre politique économique, sans stigmatiser les dépenses sociales. C'est le sens de la grande conférence sociale qui s'est déroulée la semaine dernière et qui s'est conclue par toute une série d'engagements des partenaires sociaux aux côtés du gouvernement. Le pragmatisme, enfin, qui implique de renoncer à la RGPP. Comme je l'ai dit précédemment, nous mettrons fin à cette approche mécanique, aveugle du volume des effectifs de la fonction publique que le gouvernement précédent a privilégié pour déployer les moyens là où ils sont nécessaires et pour agir de façon concertée au sein de chaque ministère. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les orientations que nous entendons suivre pour l'année 2013 et jusqu'en 2017. Nous entendons bien sûr y associer pleinement le Parlement et nous attendons avec plaisir ce débat. J'ai la conviction que notre démarche dont la mise en œuvre a commencé est à la fois cohérente, sérieuse et ambitieuse. C'est pour ça, j'espère, au nom du gouvernement, qu'elle saura faire réfléchir l'opposition et convaincre la majorité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Pour votre première intervention à la Haute Assemblée, vous ne manquez pas de conviction. La parole est maintenant à Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le rapport écrit de la Commission des finances s'intitule « 2013-2017, une trajectoire équilibrée pour les comptes publics ». Ce titre reflète la position adoptée par la Commission des finances depuis le mois d'octobre 2011. Rappelez-vous, sur la proposition de Nicole Bricq, nous avions considéré que l'effort d'une centaine de milliards d'euros pour parvenir à l'équilibre des comptes en 2017 devait être partagé à parité, de manière équilibrée, entre recettes et dépenses. Ce titre illustre aussi la démarche du gouvernement qui nous propose effectivement, conformément aux engagements pris par le président François Hollande dans la campagne électorale, de parvenir à l'équilibre en 2017 en équilibrant l'effort entre dépenses et recettes. Alors que nous entamons une législature au cours de laquelle les questions de finances publiques seront centrales, il est important, chers collègues, que nous ayons les idées claires sur la trajectoire dans laquelle nous nous engageons. Nous devons effacer l'intégralité de notre déficit budgétaire entre 2013 et 2017, c'est-à-dire 90 milliards d'euros environ. Il ne faut vraisemblablement pas compter sur la croissance pour combler une part importante de ce trou. Si elle nous procure 10 milliards d'euros sur les 90 dont nous avons besoin, nous pourrons nous estimer heureux. Si nous ne pouvons pas compter sur la croissance, il faudra prendre des mesures discrétionnaires pour un montant équivalent en recettes et en dépenses, c'est-à-dire une quarantaine de milliards d'euros pour chacun. J'ouvre une parenthèse à cet égard pour dire que si la croissance n'était pas celle que le gouvernement escompte, notamment à partir de 2014, et que néanmoins l'objectif de retour à l'équilibre en 2017 était maintenu, il faudrait évidemment en tirer les conséquences sur les montants des mesures discrétionnaires à prendre. Fin de la parenthèse. En dépenses, nous obtiendrons ces 40 milliards en freinant le rythme de leur évolution spontanée. Alors qu'elles augmentent naturellement de plus de 1,5% par an, il faudra les contenir à 0,8%. L'effort portera de manière plus prononcée sur l'État que sur les collectivités territoriales et sur la sécurité sociale. Cela impliquera de respecter des normes exigeantes et de financer toutes les nouvelles dépenses par des économies nouvelles. Les ministres devront proposer des réformes de leurs administrations avant la fin du mois de septembre. C'est ce qui nous a été annoncé. J'invite donc nos collègues de l'opposition à faire preuve de patience. Nous définissons maintenant les objectifs chiffrés et les normes d'évolution des dépenses. Le changement par rapport au précédent gouvernement, c'est que les économies vont être décidées non pas de manière forfaitaire et aveugle
mais par chaque ministère en fonction des évolutions des missions et des besoins de leurs administrations. S'agissant à présent des recettes, comment trouver les 40 milliards nécessaires? Si la croissance ne produit pas de rendement, il faudra augmenter les prélèvements obligatoires en même temps, chers collègues, que nous modifierons leur structure dans un sens plus juste. Nous aurons l'occasion d'en reparler en examinant le collectif budgétaire. Dans ce scénario, l'année 2013, vous l'aurez noté dans les annonces du gouvernement, l'année 2013 sera la plus importante. Ce sera en effet celle à la fin de laquelle nous devrons respecter l'objectif que nous a fixé le Conseil, ramener notre déficit à 3% du produit intérieur brut. Si nous n'y parvenions pas, une mécanique juridique de sanction se mettrait en place, nous le savons, mais de manière plus immédiate, notre crédibilité en serait affectée car le poids politique de cet objectif est désormais tel que l'on ne peut s'en abstraire. Pour garantir que nous respecterons cet objectif, le gouvernement propose donc de concentrer sur 2013 les 3/4 des hausses des prélèvements obligatoires prévues pour la législature, soit une trentaine de milliards d'euros. Mes chers collègues, c'est la bonne stratégie. Pourquoi? Parce que le multiplicateur de dépenses étant plus fort que celui des recettes, il ne faut pas prendre le risque d'étouffer la croissance de 2013 en comprimant trop les dépenses. Mais il y a un préalable à tout ceci, atteindre en 2012 le point de départ de cette trajectoire quinquennale, c'est-à-dire un niveau de déficit de 4,5% du PIB. Et c'est pour s'assurer que nous ne manquerons pas notre point de départ que le gouvernement a préparé un projet de loi de finances rectificative que nous analyserons en détail la semaine prochaine. Après cette présentation des enjeux et des ordres de grandeur, je voudrais faire quelques commentaires. Le premier porte sur la préparation de la session d'automne. Le gouvernement a présenté tout récemment la maquette à partir de laquelle le projet de loi de finances sera construit et dont les rapporteurs spéciaux et pour avis peuvent prendre connaissance. Elle évolue peu par rapport à 2012, mais je dois relever que le périmètre des missions reflète de moins en moins celui des politiques publiques et de plus en plus celui des attributions des différents ministres. Il y a donc à réfléchir sur l'application de la LOLF à cet égard et peut-être à corriger les choses pour l'avenir. Mon deuxième commentaire, et je présente par avance mes excuses aux collègues de l'opposition pour la peine que je vais leur occasionner, mon deuxième commentaire porte sur le contraste entre la stratégie équilibrée et réaliste proposée par le gouvernement et la stratégie plus équilibriste du précédent gouvernement et qui avait été reprise dans le programme de Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous, Monsieur le Président, cette stratégie était fondée sur un retour à l'équilibre reposant pour 80% sur la maîtrise des dépenses. Nous proposons un retour à 50-50, les dépenses pour moitié, les recettes pour moitié. Cette proposition du gouvernement précédent n'était ni souhaitable ni possible. Ce n'était pas souhaitable car cela aurait porté atteinte au fonctionnement des services publics. Ce n'était pas possible car le gouvernement précédent n'est de toute façon jamais parvenu à respecter ses objectifs en matière de maîtrise des dépenses. Ainsi, de 2008 à 2011, les dépenses ont augmenté en moyenne de 1,4%. Et pour maîtriser le déficit, les gouvernements de M. Fillon ont, entre 2010 et 2012, augmenté les prélèvements obligatoires de plus de 40 milliards d'euros. L'effort que ce gouvernement propose donc de faire porter sur les recettes en une législature de 5 ans, en ne prélevant bien sûr pas sur les mêmes recettes, bien entendu, la majorité précédente l'a fait en 3 ans. Et dès lors, vous comprendrez, chers collègues de l'opposition,
que nous ne pouvons accepter les procès en matraquage fiscal que certains dans vos rangs ont déjà commencé à instruire. En 3 ans, vous avez collecté 40 milliards de prélèvements obligatoires, alors que dans la législature qui vient, en 5 ans, il y a un effort de cet ordre qui est demandé. Donc, incontestablement, on a là une comparaison qui est tout à fait explicite. Mon troisième commentaire portera sur un autre aspect de la politique équilibrée que nous propose le gouvernement. L'équilibre entre discipline budgétaire et soutien de la croissance. La précédente majorité a dégradé le déficit structurel par le programme fiscal qu'elle a mis en œuvre au début de législature, et en particulier la loi TEPA, bien connue, sur laquelle d'ailleurs le gouvernement est revenu en fin de législature pour une partie au moins. La majorité à l'époque en place avait ouvert les vannes budgétaires de 2008 à 2010 en réponse à la crise. La crise de la zone euro l'a ensuite conduit à s'enfermer dans une rhétorique privilégiant l'austérité et laissant de côté la croissance. François Hollande, au contraire, notre président de la République, est parvenu à faire émerger le thème de la croissance dans le débat européen. Au Conseil européen du 29 juin, les Européens se sont dotés d'un pacte de croissance, Monsieur le Président. Un pacte de croissance et d'emploi, qui complète et rééquilibre les règles budgétaires, ce qui conduit le gouvernement à désormais considérer que nous pouvons les accepter. Je voudrais donc consacrer mon quatrième et dernier commentaire à ces nouvelles règles budgétaires européennes, et je voudrais dire en particulier 3 choses. La première est que ce qui compte vraiment et ce sur quoi nous sommes jugés, c'est le respect des engagements et non la sophistication des dispositifs juridiques que nous mettons en place. Les règles constitutionnelles qui existent dans certains pays, et en particulier en Allemagne, sont d'ailleurs très sommaires puisqu'elles se contentent de fixer des objectifs sans prévoir comment la conformité à la règle est mesurée, ni quelles sont les sanctions en cas de non-respect. Je pense donc que le président de la République est tout à fait fondé à s'engager dans un processus, à refuser de s'engager dans un processus inapproprié d'inscription de cette règle dans la Constitution. La deuxième chose est que si les évolutions de la gouvernance budgétaire européenne sont très importantes, il ne faut pas accorder plus de place qu'il n'en mérite au traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance, dont le Conseil constitutionnel dira s'il comporte des dispositions contraires à la Constitution. Ces dispositions à ce TSCG sont, en tout état de cause, pour la plupart, déjà présentes dans des textes de droit communautaire en vigueur ou en cours de discussion. Surtout, la règle qu'il demande d'inscrire dans le droit national s'applique déjà au niveau européen. Elle est devenue contraignante. Cette règle est déjà devenue contraignante depuis la réforme du pacte de stabilité du 26 novembre dernier. Donc, ce dispositif est déjà contraignant de par lui-même. Et ceci justifie, je crois, la position qui est celle actuellement du gouvernement français. Ma dernière remarque porte sur les conséquences de l'application des nouvelles règles budgétaires du pacte de stabilité. La première règle est celle que le traité nous demande d'inscrire dans notre droit interne. Elle nous impose de réduire notre déficit structurel de 0,5 point de PIB par an jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif de moyen terme, qui est l'équilibre structurel. La deuxième règle est qu'à compter de 2017, il nous faudra réduire de 20% par an notre excédent de dette par rapport au seuil de 60%. Ces règles sont strictes, mais il faut être conscient que la politique budgétaire que nous devrons conduire après 2013, pour les respecter, sera moins exigeante que celle qui doit être mise en œuvre pour atteindre l'objectif de 3% en 2013. Donc entre 2012 et 2013,
il faudra réduire notre déficit effectif de 1,5 point de PIB en un an et notre déficit structurel plus encore. Effort très important donc qui nous est réclamé. Mais après 2013, lorsque nous ne serons plus sous le coup d'une procédure pour déficit excessif, nous ne serons plus obligés de réduire notre solde structurel que de 0,5 points par an, ce qui est un effort déjà important, soit plus de 3 fois moins que le rythme qui nous est demandé dès l'an prochain. En revanche, à l'avenir, les États qui sortiront des clous devront se soumettre à la nouvelle mécanique du pacte de stabilité, complétée sur plusieurs points par le traité, et à celle des nouveaux textes en préparation. L'effort demandé sera pour la France moindre, mais les contraintes que la Commission et le Conseil pourront imposer aux États seront très fortes. Les implications sont réelles, non seulement en termes de procédure budgétaire, mais aussi d'équilibre institutionnel, puisque le traité, encore plus que le pacte de stabilité, limite les capacités de blocage des États. Il faut bien que nous analysions toutes les conséquences de ces évolutions. Le débat doit avoir lieu et il doit se poursuivre, mes chers collègues, entre nous jusqu'à la dernière semaine du mois de septembre, puisque le Premier ministre vient de l'annoncer il y a 1 heure. Le Parlement sera convoqué en session extraordinaire dernière semaine de septembre pour envisager la ratification de ce traité. Et nous devons donc réfléchir à l'ensemble de ces perspectives, de ces conséquences et de ces aboutissants, de manière à préparer au mieux cette dernière semaine de septembre. Mes chers collègues, la monnaie unique souffre de n'être pas accompagnée d'un gouvernement économique. Beaucoup l'ont dit ces derniers temps. L'harmonisation des règles de gouvernance budgétaire en Europe est donc souhaitable dans son principe, dès lors qu'elle s'inscrit dans une stratégie de croissance pour la zone euro. Nous verrons ce qui résultera des travaux du groupe animé par Herman Van Rompuy, mais il est indéniable que sans union budgétaire en Europe, nous n'arriverons par exemple jamais aux eurobonds et à la mutualisation des dettes souveraines. Ce qu'il faut désormais, c'est construire des majorités au Conseil et au Parlement européen pour peser sur la définition des règles. Pour le Sénat, il nous faudra être actifs et faire vivre la conférence des commissions des parlements nationaux que prévoit l'article 13 du traité. Ces considérations, mes chers collègues, me conduisent à ma conclusion, c'est que, tout simplement, les orientations des finances publiques pour la législature à venir ne sont pas seulement des chiffres. Ces chiffres sont importants, je viens de les énoncer, ils sont lourds et nous devons les assumer. Mais ce qu'il faut dire, c'est que de leur respect dépend la place et l'influence de la France en Europe. C'est pourquoi, mes chers collègues, Monsieur le ministre, il est si précieux que la France soit désormais dirigée par un gouvernement réaliste et crédible. Je vous remercie. La parole dans la suite de la discussion est à Monsieur le rapporteur général de la Commission des affaires sociales, Monsieur Daudigny. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme chaque année, la Commission des affaires sociales entend apporter dans ce débat d'orientation son éclairage spécifique sur la situation des finances sociales. Celle-ci représente le premier poste de nos comptes publics. Dans la dette et dans les déficits qui sont au centre de nos préoccupations aujourd'hui, leur part est moindre que celle du budget de l'État. Pour autant, leur retour à l'équilibre est tout aussi nécessaire. D'abord, parce que la problématique des prélèvements obligatoires forme un tout, que le poids de la dette sociale réduit nos marges de manœuvre et nous expose à des risques financiers au même titre que la dette de l'État. Mais également parce que, nous l'avons souvent dit dans cet hémicycle, financer les prestations sociales d'aujourd'hui
par des déficits et de la dette, c'est reporter des charges sur les générations à venir, tout en hypothéquant le niveau de leur protection sociale, ce qui est économiquement, socialement et moralement insupportable. J'ai détaillé dans mon rapport écrit les dernières évolutions des comptes sociaux au vu de la clôture de l'exercice 2011 et des prévisions présentées il y a quelques jours devant la commission des comptes de la sécurité sociale. En 2011, le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse s'est élevé à 20,8 milliards d'euros, soit 1 milliard de moins que le montant retenu dans la dernière loi de financement. En revanche, l'année 2012 se présente sous des perspectives dégradées par rapport aux prévisions. Aucun gros risque de dérapage et dépenses de sécurité sociale n'a été identifié. Mais avec une croissance à l'arrêt, les recettes fléchissent. Sans mesures correctrices, le déficit s'alourdirait de 2 milliards par rapport au montant de la loi de financement et serait peu ou prou identique à celui de 2011, soit 20 milliards d'euros. La crise a fait exploser le déficit du régime général. Depuis 2009, il dépasse chaque année, FSV inclus, plus de 20 milliards avec un record absolu de 28 milliards en 2010. Mais la crise n'explique pas tout. Non, la crise n'est pas seule en cause. Elle a aggravé le déficit structurel persistant des comptes sociaux de l'ordre de 10 milliards par an qui n'a pas été véritablement traité au moment où le contexte économique s'y prêtait bien plus qu'aujourd'hui. Comme l'a indiqué devant nos commissions des finances et des affaires sociales le premier président de la Cour des comptes, je cite, « La France est entrée dans la crise avec une dette trop élevée et des comptes en déficit structurel. » Face à ces déficits et à la nécessité de financer la dette sociale, le précédent gouvernement a additionné des réajustements ponctuels, opérés sans logique d'ensemble, au gré des urgences du moment et au détriment de la recherche de financements plus solides, répondant réellement à l'évolution des besoins à moyen terme. La dette sociale a gonflé. 65 milliards correspondant au déficit des 3 années 2009 à 2011 ont été transférés à la Cades l'an dernier. 62 milliards supplémentaires sont prévus de 2012 à 2018 au titre des déficits vieillesse. Et une partie des déficits restera à financer, comme ceux des branches maladie et famille de 2012 ou celui du régime de retraite des exploitants agricoles. J'ajouterai aussi celui de la branche accident du travail et maladies professionnelles qui reste pendant depuis 3 ans. Nos collègues Catherine Deroche et Jean-Pierre Godefroy viennent de présenter sur ce sujet, dans le cadre de la MEX, un rapport particulièrement pertinent. S'agissant des perspectives pour 2013 et au-delà, la Cour des comptes a effectué des projections qui aboutissent à des résultats très sensiblement différents de ceux qui nous avaient été présentés lors du dernier PLFSS et qui avaient pourtant été révisés en cours de discussion au vu de la dégradation des hypothèses de croissance. La branche vieillesse ne parviendrait pas à résorber ces déficits qui resteraient supérieurs à 10 milliards par an, CNAV et FSV confondus. Nous sommes loin du retour à l'équilibre à l'horizon 2018 annoncé lors de la réforme des retraites. Nous connaissions la fragilité de ce scénario, fondé sur une hypothèse de retour progressif au plein emploi et de transfert de cotisations de l'UNEDIC vers l'assurance vieillesse. Selon la Cour des comptes, la branche famille resterait également en situation de déficit prolongé de l'ordre de 2 milliards par an, du fait notamment du moindre rendement des recettes qui lui ont été affectées en substitution d'une part de CSG transférée à la Cades. Là aussi, nous avions alerté sur les risques de déséquilibrage de la branche qui sont malheureusement désormais avérés. Enfin, la Cour des comptes estime qu'il faudrait entre 6 et 12 ans, selon le niveau de l'ONDAM, pour arriver à équilibrer les comptes de l'assurance maladie.
Au total, sans mesures correctrices, les déficits cumulés du régime général depuis 2012 pourraient atteindre 155 milliards en 2020, soit environ 100 milliards de plus que le montant des transferts des déficits vieillesse à la Cades, déjà programmés jusqu'en 2018. Face à cette situation, et sans attendre le prochain PLFSS, le gouvernement a déjà pris ou annoncé plusieurs décisions qui concilient deux objectifs. Préserver notre niveau de protection sociale avec une priorité pour nos concitoyens les moins favorisés, amorcer résolument la réduction du déficit. L'abrogation de la TVA sociale écartera la ponction injuste que le précédent gouvernement avait programmée sur le pouvoir d'achat des ménages. Les cotisations d'allocation familiale étant maintenues à leur niveau actuel, la hausse de 2 points du prélèvement social sur les revenus du capital, entrée en application ce mois de juillet, constituera une ressource nette pour la sécurité sociale. Elle permettra de financer la majoration de 25% de l'allocation de rentrée scolaire, mais aussi d'alimenter la branche vieillesse pour un montant de 2,2 milliards par an à compter de 2013. Plusieurs niches sociales seront réduites, avec notamment le passage de 8 à 20% du forfait social. Enfin, le décret du 2 juillet sur l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse procède à un relèvement de 0,2 points des cotisations à compter du 1er novembre, porté progressivement à 0,5 points d'ici 2016 et réparti pour moitié entre part patronale et part salariale. Cette recette nouvelle garantit le financement du retour à la retraite à 60 ans en faveur des salariés ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, tout en procurant un surplus de ressources à la CNAV. Au total, ces premières mesures représentent déjà un gain net de ressources pour la sécurité sociale de près de 1,5 milliard en 2012, ce qui permettra de revenir à un niveau de déficit proche de celui voté en loi de financement, puis de 5 milliards par an à compter de 2013. Cet effort sera équitablement réparti. Il vise en priorité des revenus jusqu'ici peu ou pas sollicités pour le financement de notre protection sociale. Il n'est pas exclusif de mesures de justice. Je pense aux salariés ayant suffisamment cotisé pour bénéficier du taux plein, à qui 2 années de travail supplémentaires avaient été imposées, ni de mesures de soutien du pouvoir d'achat des familles modestes avec la majoration de l'allocation de rentrée scolaire. Ce premier pas devra être prolongé. Nous nous trouvons aujourd'hui face à une situation extrêmement dégradée des comptes sociaux, sans équivalent dans le passé, avec 90 milliards de déficits cumulés pour le régime général et le FSV sur les seules années 2007 à 2011 et 20 autres milliards à venir en 2012. Les orientations prises depuis quelques semaines montrent la bonne direction et témoignent d'une volonté très claire de ne pas laisser la situation se détériorer davantage. Une action résolue est amorcée tout en veillant à préserver la situation de nos concitoyens les moins favorisés. Avec les recettes nouvelles qui vont être mises en place, un pas important sera fait sur la voie de la réduction du déficit. En s'attaquant à un certain nombre de niches sociales, elles vont dans le sens d'une réforme plus structurelle dont nous savons tous qu'elle sera nécessaire. Au cours de la dernière décennie, le financement de la sécurité sociale a donné lieu à une multiplicité de mesures qui l'ont rendu plus complexe et beaucoup plus instable. Cette évolution n'a pas favorisé, bien au contraire, le traitement des déficits récurrents. Le Premier ministre a souhaité saisir le Haut Conseil du financement de la protection sociale sur les évolutions possibles du système actuel, notamment en termes de diversification des recettes, dans la perspective d'une concertation avec les partenaires sociaux, puis d'une réforme législative en 2013. Une réforme du financement de la sécurité sociale devra répondre nécessairement à 2 enjeux. Assurer un niveau global de ressources en accord avec les besoins des régimes sociaux, ce qui impliquera nécessairement leur majoration étant donné les déséquilibres persistants.
Définir la part respective des différentes formes de ressources, le cas échéant après en avoir imaginé de nouvelles, de la manière la plus optimale au regard d'objectifs clairs, une plus grande équité entre les différents types de revenus et d'assiettes d'imposition, sans ignorer la recherche d'une meilleure compétitivité de notre pays. S'agissant des dépenses, c'est pour la branche vieillesse que les perspectives déficitaires sont aujourd'hui les plus accentuées. L'essentiel des mesures de financement prises ou annoncées ces dernières semaines lui seront affectées. Elles devraient permettre de couvrir près de la moitié du besoin de financement à moyen terme, mais ne suffiront pas à résorber le déficit. Dans le cadre des concertations prévues en 2013, il s'agira de travailler la définition de paramètres justes et équitables, tout en permettant à notre système de retraite d'atteindre l'équilibre financier. Il sera également nécessaire d'agir en profondeur sur les ressorts de la dépense d'assurance maladie. Au-delà de la poursuite d'actions déjà engagées, comme la diminution du prix des produits de santé, notamment les médicaments génériques, des mesures plus structurelles devront être envisagées. De toutes les réflexions conduites ces derniers mois, un large consensus émerge désormais autour du renforcement de la pertinence et de l'efficience des parcours de soins et des séjours hospitaliers dans un double objectif d'amélioration de la qualité des prises en charge et d'optimisation dans l'utilisation des ressources. L'organisation d'un véritable parcours de santé, l'évolution du parcours de soins, constituera l'axe central des efforts à mener. De nombreuses sources de surcoûts sont à éliminer tout en rendant l'accès aux soins plus rapide et en améliorant la qualité de prise en charge. Ceci implique, de la part de tous les acteurs, une forte mobilisation qu'il faut désormais concrétiser. Voici, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les éléments que je souhaitais apporter au nom de la Commission des affaires sociales dans ce débat d'orientation qui précède des choix déterminants pour notre pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Dans la suite du débat, la parole est maintenant à monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRC. Chers collègues. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, ce débat d'orientation budgétaire nous semble dominé par une certaine forme d'inquiétude du lendemain. Cela faisait en effet 10 ans que nous avions connu l'alternance politique et qu'année après année, au fil des lois de finances successives, des lois de financement de la sécurité sociale, de multiples textes s'attaquant aux grands services publics, notamment au droit au logement, au droit à l'éducation, nous avions pu constater la lente mais sûre dérive des comptes publics. Bien sûr, il serait aisé de rappeler certains discours tenus ces 10 dernières années sur l'indépassable horizon du progrès, de la croissance et de l'emploi qui nous fut maintes fois promis. Il est toujours de bon ton, quand on est aux affaires, de donner une belle présentation à ce que l'on met en œuvre, et il est aussi commode, quand on ne l'est pas, de flétrir ce qui peut être par d'autres enjolivé. La critique étant une chose, restent cependant les chiffres. Prenons la question de la dette publique. La seule dette de l'État présentait fin 2002 un encours de 717,2 milliards d'euros, détenu à un peu moins de 42% par des non-résidents et constitué aux 2/3 par des obligations de long terme. À fin 2011, la dette de l'État s'élève à 1 313 milliards d'euros. Elle est majoritairement détenue par des non-résidents et comporte 166 milliards d'euros de titres indexés au lieu des 29,5 milliards d'euros en 2002. Quant aux bons du Trésor de court terme, même si leur niveau s'est un peu réduit, comme nous l'avons vu lors de la discussion de la loi de règlement, ils constituent aujourd'hui un volume de 178 milliards d'euros, 2 fois plus important que celui qu'ils représentaient il y a 10 ans. 10 années de gestion libérale des affaires publiques auront donc conduit à cette hausse de près de 600 milliards d'euros de la dette de l'État, alors même que la précédente gestion n'avait pas été marquée par une telle progression, 80% en 10 ans de l'encours. Le résultat de cette situation est connu. Nous avons laissé en 2011
pas moins de 48,8 milliards d'euros au titre des intérêts de notre dette, dont 3, faut-il le souligner, au seul bénéfice de détenteurs de titres indexés. Puisqu'il s'est trouvé au tournant des années 90 et 2000 un ministre des Finances pour mettre en place une sorte d'échelle mobile de la rente, par création d'une indexation de certains titres de dette émis, qu'il s'agisse d'obligations de long terme comme de bons du Trésor à annuité. Cette progression de la dette publique n'est que l'accumulation évidente des déficits budgétaires constatés depuis 2002, déficits dont la source n'est pas, à proprement parler, à rechercher dans le développement inconsidéré de la dépense publique. Les gouvernements s'étant succédé depuis 10 ans mettaient une sorte de point d'honneur à contenir la progression de la dite dépense publique, mais bel et bien dans le faible dynamisme des recettes fiscales, voire dans certains cas leur réduction. Songez qu'en 2003, nous avions voté une loi de règlement du budget 2002 attestant d'un déficit d'environ 50 milliards d'euros, produit de la différence entre 291,4 milliards de recettes et 341,4 milliards de dépenses. C'est donc fondamentalement bel et bien du côté des recettes que les choses ne vont pas tout à fait bien. Nous avons connu, faut-il le dire, 10 années de cadeaux fiscaux les plus divers, allant de la réforme du barème de l'impôt sur le revenu au développement des niches fiscales, mitant son assiette, en passant par moult mesures d'allègement de la fiscalité du patrimoine, de l'imposition des sociétés, sans oublier l'une des plus remarquables inepties fiscales du dernier quinquennat, le remplacement de la taxe professionnelle par l'inadaptée contribution économique territoriale. À chaque fois, au-delà de considérations visant à l'harmonisation des pratiques fiscales françaises au regard de la concurrence fiscale européenne, la démarche était la même. Développer une politique de l'offre qui, par la seule grâce et la bonne volonté des bénéficiaires des largesses publiques, ménages aisés, grands groupes à vocation industrielle et commerciale, permettrait de donner à notre pays les moyens de connaître la croissance de son économie et une certaine forme de progrès social et économique. L'usage et l'abus des dispositifs d'optimisation fiscale, notamment sur les patrimoines et les capitaux, la mise en place profondément inégalitaire du bouclier fiscal, symbole accusateur de la teneur des choix opérés, aurait pu constituer autant d'avertissements nécessaires pour changer de pratique et de méthode. Mais les plans sociaux en pagaille, les suppressions d'emplois par centaines de milliers, notamment par ces plans sociaux invisibles que sont les non-reconductions de contrats à durée indéterminée, ou les missions d'intérim, l'accroissement des inégalités de patrimoine, le déclin industriel de notre pays, victime de stratégies purement financières menées au sein de nos plus grands groupes au détriment de l'emploi, de l'innovation, sont autant de preuves manifestes que non seulement l'État s'est profondément et gravement endetté, mais que de surcroît, il ne l'a pas fait à bon escient. Il fut un temps, si l'on peut dire, où la France avançait sur la route du progrès, où une génération savait qu'elle vivrait mieux que celle qui la précédait. Certains appellent cela les 30 Glorieuses, années écoulées entre 1945 et 1975, oubliant parfois cependant que ce furent aussi les années où la France dut concevoir de se séparer de son empire colonial, tout en payant le prix de 2 guerres aussi inutiles au plan historique que coûteuses en vies humaines, en ressources et en ressentiments, et où les comptes publics n'étaient pas forcément au vert chaque année. Seulement voilà, mes chers collègues, quand la France s'endettait pour développer son réseau téléphonique, construire des centrales électriques, utilisant autant l'énergie hydraulique que la technologie nucléaire la plus avancée, réaliser des infrastructures de transport ou bâtir des lycées et des collèges, ce qui était pour une année une source de déficit budgétaire, pouvait fort bien être les années suivantes à la base de nouvelles recettes fiscales, parce que c'est le tissu économique dans son entier qui tirait parti de ces engagements publics. Et je citerai dans l'engagement public celui qui est assumé encore aujourd'hui à 70% par les collectivités locales dans ce pays. Elles sont de ce point de vue un levier du redressement économique. Ne l'oublions pas, mes chers collègues. Quand l'État s'endettait pour que Mme Bettencourt puisse disposer d'un remboursement de 30 millions d'euros au titre du bouclier fiscal, pour que la famille Peugeot, qui fait parler d'elle ces temps-ci, puisse s'attribuer un juteux dividende peu de temps avant de programmer un nouveau plan social ou de départ volontaire, entre guillemets, pour que Renault puisse poursuivre ses investissements à l'étranger, pour que Charles Doux, avec le produit du travail de ses salariés payés au SMIC et à temps partiel, puisse aller engloutir des millions au Brésil sans réussir à placer ses découpes de volailles auprès des consommateurs locaux, eh bien, c'est de la mauvaise dette qui voit le jour. Seulement voilà, les faits sont là. Depuis 10 ans, nous avons ouvert en grand la trappe à bas salaire, en dépensant toujours plus d'argent public, à alléger le trop fameux « coût du travail », entre guillemets, et certains s'étonnent maintenant de constater
que plus les années passent et moins les Français partent en vacances, tout en le faisant sur une durée plus courte. 53% de nos concitoyens, cette année, ont prévu effectivement de partir en vacances. Juste un peu plus d'1 sur 2. Nous avons ouvert le marché du financement des petites et moyennes entreprises et l'on constate à la surprise générale qu'il a suffi d'un mauvais air du temps, entre l'été 2008 et le début 2010, pour que le nombre de liquidations d'entreprises atteigne des sommets, notamment pour toutes celles ayant les plus grandes difficultés à accéder aujourd'hui au crédit. On croit rêver. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans ce pays et il n'a jamais été aussi difficile aux TPE et PME d'accéder au crédit. Comment peut-on justifier cette frilosité des banques ? Que sont devenus, mes chers collègues, les 100 milliards d'euros collectés sur les pseudo-livrets A par les banques commerciales depuis l'ouverture à la concurrence du produit financier concerné ? 100 milliards qui n'ont pas été centralisés par la Caisse des dépôts dans son fonds d'épargne. Je constate d'ailleurs que l'inquiétude, voire l'angoisse, qui habite une grande partie de nos compatriotes aujourd'hui, n'est pas inversement proportionnelle à l'accumulation de ressources, de capitaux, d'argent que d'aucuns ont pu réaliser en 10 ans. Le magazine Capital, qui malgré son nom n'est pas une revue marxiste, indiquait dans son numéro du mois de mai, en faisant le bilan de 10 années de fiscalité, arrivait à la conclusion que les 450 000 foyers les plus aisés de notre pays avaient été, je cite, je reprends leurs termes, chouchoutés. D'aucuns en appellent d'ailleurs au simple respect de nos engagements européens, puisque la règle d'or de la construction européenne semble aujourd'hui devoir être de partager entre tous les États, quelle que soit la forme de leur gouvernement, la même politique austéritaire, fondée sur un subtil diptyque entre hausse des impôts plus ou moins assumés et réduction de la dépense publique. Tout ce qui ferait la différence, alors, serait dans le degré de justice appliqué aux mesures prises ou dans la dureté des dispositifs mis en œuvre. Les enseignants français et les autres fonctionnaires seraient ainsi appelés à ne pas trop se plaindre de voir perpétuer le gel du point d'indice ou poursuivi la révision générale des politiques publiques au regard de ce qui est subi en ce moment même par leurs collègues italiens, espagnols ou grecs, tout bonnement soumis à des baisses de salaire, sans oublier les réductions d'effectifs, bien sûr. Travailler plus, gagner moins semble être le leitmotiv des politiques menées par Mario Monti, le distingué doyen de l'université Bocconi, Mariano Rajoy, Andonis Samaras ou encore Angela Merkel, chancelière d'une Allemagne fédérale où le développement du mal-emploi sous-payé est devenu la meilleure démonstration du non-respect des principes de concurrence libre et non faussée, pourtant inscrits en lettres d'or au cœur du traité européen. Constatons d'ailleurs que nombre de ces dirigeants, nombre de ministres des Finances notamment, ont en commun d'être passés par la banque Goldman Sachs, dont les agissements furent pourtant vertement dénoncés en Grèce, et que la plupart des idées qui inspirent aujourd'hui les politiques menées en Europe procèdent des réflexions menées par exemple par l'Institut Bruegel, lancé en son temps par le même M. Mario Monti. Un institut qui se trouve à la pointe de la réflexion libérale, quand il s'agit de promouvoir flexibilité et allègement du coût du travail, réduction de la dépense publique et conditionnalité des aides apportées aux pays les plus endettés. Au moment où d'aucuns commencent à peine de réfléchir à réformer la loi bancaire de 1984, conformément aux promesses de la campagne électorale, l'Institut Bruegel a d'ores et déjà mis en publication un mémorandum intitulé « Quelle forme pour l'union bancaire en Europe ?» Alors, à un moment donné, mes chers collègues, il faut avoir du courage. Le courage de dire que la rigueur la plus extrême doit effectivement être appliquée à ce qui a, depuis trop longtemps, fait partie des tabous de la politique dans notre pays, c'est-à-dire que la situation des comptes publics, des concours apportés par l'État sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de dépenses fiscales, de mesures de calcul de l'imposition pour certaines déclassées de la dépense fiscale, de toute aide directe ou indirecte accordée aux entreprises, aux grands groupes notamment, aux ménages les plus aisés, appelle aujourd'hui la plus grande rigueur. Et le courage de savoir revenir sur ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas produit les effets escomptés, ce qui n'a permis ni la relance de l'activité, ni celle des investissements, ni la création d'emplois. Rigueur et courage, d'un courage que nous aurions pour une fois soutenu parce que cette démarche n'est rien d'autre que la meilleure démonstration du principe même de la loi, celui de défendre l'intérêt général. Il nous faut avoir le courage d'interroger l'efficacité du crédit impôt recherche, dont il est évident qu'il n'a, au regard de la croissance constatée depuis sa réforme, pas permis de sortir notre pays et notre industrie notamment de la spirale du déclin dans laquelle il se trouve pour le moment inscrit.
Il nous faut avoir le courage d'interpeller la défiscalisation des heures supplémentaires, dont la pertinence macroéconomique est avérée comme négative et qui constitue un véritable non-sens dans une période de croissance continue du chômage. Une croissance du chômage qui va de pair avec une modération salariale quasi inégalée dans tous les secteurs, le privé ne faisant en la matière que s'aligner sur le gel de la rémunération des agents publics. Il faut avoir le courage d'évaluer, de corriger, de mettre en cause les politiques d'allègement du prétendu coût du travail qui, sur 10 ans, ont majoré la progression de la dette publique de l'État de celle, sans cesse plus élevée, de la sécurité sociale. Coût du travail, rien que le concept est déjà, mes chers collègues, le signe d'un certain renoncement, tout le contraire du courage. Coût du travail, cela veut dire que l'on capitule avant même d'avoir combattu face à une manière de présenter le pacte social, le modèle social, pour tout dire, de notre pays, comme un errement du passé. D'une part, parce que ce prétendu coût du travail n'est pas si élevé que cela, et que pour ceux qui l'auraient oublié, la part des salaires, cotisations sociales comprises, et j'insiste sur ce point, cotisations sociales comprises, est aujourd'hui plus faible qu'elle ne l'était en 1970 au terme des 30 Glorieuses. D'autre part, parce qu'il faut bien s'entendre sur les mots, mes chers collègues, le coût du travail, d'abord, c'est le salaire net touché tous les mois par chaque salarié de ce pays. Ce n'est pas toujours une très grosse somme, notamment pour ceux qui goûtent aux délices de la précarité, du temps partiel imposé et du SMIC comme seule référence. Et le récent décret de revalorisation de ce salaire minimum a juste montré que cette rémunération n'était décidément pas à la hauteur. Mais c'est d'abord cela, le coût du travail, entre guillemets. Ensuite, c'est du salaire socialisé, celui qui permet aux malades de se soigner, aux chômeurs de disposer d'une allocation compensant quelque peu la perte de son emploi et du salaire subséquent, aux retraités de jouir d'une pension, fût-elle modeste, et à la famille nombreuse de se loger à moindre frais avec les allocations logement. Ce fameux coût du travail est donc un outil qui permet tout de même à plusieurs millions de nos compatriotes d'être retraités sans devoir mendier, à des millions de familles de faire face au quotidien, à des privés d'emploi d'être indemnisés et à tous, ou presque, en tout cas en principe, de se soigner. C'est cela, mes chers collègues, qu'il faudrait réduire au nom d'une rigueur qui n'a pas grand-chose à voir avec le courage, mais beaucoup avec le développement des inégalités sociales. S'attaquer ainsi au travail, car c'est bien de cela dont il s'agit en définitive, c'est s'attaquer à ce qui font notre société même, c'est-à-dire le vieux rêve républicain de la justice sociale que la France a toujours porté et qu'elle portera encore longtemps. Alors il faut avoir le courage de s'attaquer aux autres coûts, aux frais financiers et bancaires toujours plus élevés, exigés des entreprises comme des ménages quand ils sollicitent un crédit, sans que cela, soit dit en passant, ne soit d'un quelconque secours pour les salariés des banques eux-mêmes, victimes à l'occasion eux aussi de plans sociaux, au versement de dividendes toujours plus importants pour les actionnaires de nos grands groupes, comme des plus petites PME tenues sur leur férule, de tout ce qui fait gaspillage de capitaux, de richesses, de tout ce que crée le travail. Il faut avoir le courage de revisiter sans exclusive, sans tabou, sans limite, tout ce qui a été fait depuis 10 ans, et pour un certain nombre de choses au-delà, et qui a conduit dans les faits à mettre en place une solidarité nationale des plus modestes et des plus pauvres en faveur des plus riches. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Cette phrase, vous l'aurez bien sûr reconnue, est une phrase de Jean Jaurès, tirée du fameux discours à la jeunesse prononcé en 1903. C'est à ce courage-là que nous entendons, pour notre part, faire référence dans les semaines et les mois à venir, pour porter au plus haut point la nécessaire mise en question des choix du passé qui ont conduit les comptes publics, l'État et par voie de conséquence les Français eux-mêmes aux prises avec les pires difficultés. Au lendemain de la fête nationale, il reste de nombreuses bastilles à prendre, de l'argent, du mépris et de l'ignorance. Il y a un besoin de changement évident qui doit trouver place dans la gestion des affaires publiques jusqu'au cœur des textes fondant cette gestion même, à savoir le budget et la loi de financement de la sécurité sociale. Le changement, c'est urgent, les attentes sont immenses. Voilà la tâche que, sans peur et avec détermination, les parlementaires du groupe CRC entendent accomplir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. À la tribune maintenant, pour le groupe RDSE, M. Jean-Michel Baillet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Cour des comptes, dans son rapport présenté le 2 juillet dernier, qualifie la situation de nos finances publiques de préoccupante. En effet, avoir une dette qui dépasse déjà
1 700 milliards d'euros et qui pourrait dépasser 90% et même 100% du PIB dans les prochaines années si nous ne réagissons pas très vite, c'est plus que préoccupant, mes chers collègues, c'est alarmant. Et l'emballement de la dette risque de nous priver de toute marge de manœuvre pour nos politiques publiques et menace même notre souveraineté. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous devons tout mettre en œuvre pour redresser les comptes de la nation et assurer la soutenabilité de notre dette, et ce ne sera pas une mince affaire. Car l'incohérence, et je dirais même parfois l'inconscience, qui a pu caractériser certains choix des politiques fiscales de la précédente législature, nous oblige à assumer aujourd'hui un très lourd héritage. En effet, la précédente majorité n'a pas réellement maîtrisé les finances publiques, c'est le moins que l'on puisse dire. La performance du gouvernement en ce qui concerne la réduction du déficit en 2011 n'est qu'une vaste illusion, car le déficit avait été artificiellement augmenté en 2010 pour pouvoir ensuite être présenté comme réduit. Et sur les 58 milliards d'euros de réduction, plus de la moitié correspond à des éléments exceptionnels ou conjoncturels, comme la fin du plan de relance. En outre, la crise n'explique pas tout. Elle ne peut être seule responsable de la dégradation de nos finances publiques, comme l'a souligné d'ailleurs la Cour des comptes à plusieurs reprises. En tout état de cause, l'équilibre des comptes publics ne semblait pas être une priorité du précédent gouvernement si l'on constate la dégradation du solde structurel entre 2006 et 2010. En 4 ans, mes chers collègues, le déficit structurel est en effet passé de 2,3% à 4,8% du PIB. Enfin, contrairement au discours officiel qui mettait l'accent sur la maîtrise des dépenses publiques pour réduire le déficit, la droite a en réalité privilégié les hausses d'impôts pour parvenir à cet objectif, et nous ne pouvons que prendre acte de ce qui a été fait et en tirer les leçons qui s'imposent pour améliorer la situation dans laquelle se trouve notre pays. Oui, c'est à nous, parlementaires de la majorité, qu'il incombe désormais de relever notre pays et d'être à la hauteur des attentes de nos concitoyens en matière de justice fiscale et de développement économique. C'est vers l'avenir que nous devons regarder aujourd'hui, et ce débat d'orientation des finances publiques en est bien sûr l'occasion. Car il est impératif de relancer la croissance et l'emploi, mais également de rétablir la justice fiscale qui a fait cruellement défaut ces 10 dernières années. Oui, mes chers collègues, je commencerai par ce point, car la justice, et plus particulièrement la justice fiscale, est un principe fondamental auquel les radicaux de gauche et les autres membres du RDSE sont tous très attachés. Entre 2002 et 2011, la pression fiscale s'est accrue pour un grand nombre de ménages modestes et de petites entreprises, tandis qu'elle a diminué pour les plus fortunés et les grandes entreprises. En remédiant à cette situation et en remettant la justice fiscale au cœur des réformes visant à rétablir l'équilibre des comptes publics, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault veut restaurer la confiance des Français dans l'action publique et dans l'avenir de notre pays. Le souci de justice et d'équité est bien présent dans le projet de loi de finances rectificative que nos collègues députés examinent depuis hier. Il s'agit d'un premier acte, bien sûr, d'un premier signal fort envoyé aux Français, mais aussi au marché et à nos partenaires internationaux. La France respectera l'objectif de ramener le déficit à 4,5% du PIB cette année et à 3% l'an prochain. Et les efforts nécessaires pour atteindre ces objectifs seront équitablement répartis et ne mettront pas les ménages les plus modestes dans des difficultés encore plus grandes. Ainsi, ce collectif budgétaire, en instaurant une contribution exceptionnelle sur la fortune, revient sur la réforme de l'ISF de 2011 qui a entraîné un manque à gagner de 500 millions d'euros pour le budget de l'État. Cette réforme, mes chers collègues, était non seulement injuste, mais également très inopportune, à un moment où l'État avait grandement besoin de recettes pour faire face à la crise
et redresser les comptes publics. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il reviendrait plus en détail sur ce dossier à l'occasion du projet de loi de finances pour 2013, ce dont je me réjouis. Le collectif budgétaire qui nous sera soumis dès la semaine prochaine, mes chers collègues, comporte plusieurs autres propositions qui permettront de rééquilibrer notre système fiscal. Après cette première série de mesures, qui devrait apporter 7,2 milliards d'euros de recettes supplémentaires dès 2012, c'est surtout 2013 qui sera une année cruciale quant au respect de nos objectifs de réduction du déficit public. Les efforts que devront fournir les entreprises et les ménages seront, c'est vrai, particulièrement importants, comme l'a annoncé la Cour des comptes et comme le prévoit le gouvernement, mais une fois de plus, ils devront être équitablement répartis. Dans cette optique, le gouvernement annonce notamment une réforme de l'impôt sur le revenu, avec la création de 2 tranches supplémentaires à 45% et à 75%. Mais, vous le savez, cela ne suffira pas à résoudre les nombreuses carences de notre impôt sur le revenu. Pour cela, il faudrait une réforme beaucoup plus ambitieuse qui permettrait de fusionner l'impôt sur le revenu, la CSG et une grande partie des cotisations sociales salariées pour créer un impôt unique sur le revenu véritablement progressif. Certes, une telle réforme sera complexe, mais elle est possible et surtout, elle est souhaitable et je vous invite, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, à prendre au sérieux une telle perspective. De plus, les efforts annoncés pour réduire les niches fiscales sont bien évidemment louables et devront être poursuivis. Il convient en effet non seulement de réduire, mais de supprimer un certain nombre de dépenses fiscales. Pour cela, il est impératif de mettre en œuvre rapidement une évaluation indépendante de l'efficacité économique, sociale et environnementale de ces dispositifs. En effet, l'exonération des heures supplémentaires mise en place par la loi TEPA de 2007 est un des exemples les plus emblématiques de niches inefficaces. Elle a contribué à accroître le chômage et n'a pas permis de relever le pouvoir d'achat des ménages grévé par une série d'autres mesures. Il était donc grand temps de la supprimer et ce sera chose faite dès l'adoption du collectif budgétaire. Enfin, concernant la fiscalité des entreprises, il faudra poursuivre les efforts engagés pour lutter contre l'optimisation fiscale, car les taux d'imposition implicites des entreprises, et notamment des plus grandes d'entre elles, s'éloignent très largement du taux facial d'impôt sur les sociétés. En 2008, le Conseil des prélèvements obligatoires évalue ainsi le taux d'imposition implicite des entreprises du CAC 40 à 8% seulement, contre 22% pour les PME. Certes, la multiplication des stratégies d'optimisation fiscale a été facilitée, il faut le reconnaître, non seulement par des mesures adoptées lors des 2 précédentes législatures, comme la tristement fameuse niche Copé sur les plus-values à long terme, qui a coûté quand même près de 3 milliards d'euros à l'État entre 2006 et 2009, mais aussi par la complexité de notre système juridique et fiscal. Il conviendra donc d'ouvrir un grand chantier pour simplifier ce système, le rendre plus lisible et aussi plus juste pour toutes les entreprises. Mes chers collègues, j'en viens maintenant à la priorité qui doit être accordée à la relance de la croissance et de l'emploi. Au niveau national, quelques initiatives se dessinent. Les contrats de génération et la création de 150 000 emplois d'avenir sont une piste déterminante pour favoriser l'emploi des jeunes et des seniors, particulièrement faibles dans notre pays. Les mesures en faveur du pouvoir d'achat sont également essentielles pour relancer la consommation et la croissance. L'abrogation de la TVA sociale dans la prochaine loi de finances rectificative mérite à ce titre d'être saluée. D'autres gestes ont déjà été annoncés en faveur du pouvoir d'achat des ménages les plus fragiles. Revalorisation de l'allocation rentrée scolaire ou encore coup de pouce au SMIC. Nous devons, mes chers collègues, soutenir également les entreprises.
La Banque publique d'investissement permettra de remettre la finance au service de l'économie réelle. Mais il faudra aussi, plus largement, lancer le grand chantier de la compétitivité des entreprises. Enfin, la croissance, et notamment l'augmentation de notre croissance potentielle, passera avant tout par le capital humain et l'innovation. En ce sens, la priorité accordée au domaine de l'éducation et de la recherche est fondamentale. Mais c'est aussi et surtout au niveau européen que nous devons agir pour favoriser la croissance. C'est d'ailleurs grâce à la détermination du président de la République que l'Europe a pu sortir de l'impasse. Ce formidable élan, déjà initié lors du dernier Conseil européen, doit se poursuivre et s'amplifier. Le pacte pour la croissance et l'emploi, d'un montant de 120 milliards d'euros, est un revirement incroyable par rapport à la stratégie qui nous était proposée il y a quelques mois encore et qui se résumait en 2 mots seulement, rigueur et austérité. Or, comme l'exemple grec l'a tristement illustré, ce ne sont pas des plans d'austérité aveugles qui ne laissent aucun souffle possible pour la reprise de la croissance qui permettront de sortir de la crise de la zone euro. Non, mes chers collègues, pour sortir renforcés de cette crise, nous avons besoin de politiques économiques et budgétaires communes, nous avons besoin d'une véritable union politique et d'un fédéralisme budgétaire. Car la crise que nous connaissons n'est pas seulement une crise financière et économique, elle est aussi une crise de gouvernance. Nous, radicaux, ne cessons de le répéter à cette tribune et d'ailleurs depuis de nombreuses années. Le renforcement de l'intégration européenne est aujourd'hui le seul moyen de retrouver la croissance. Il devra s'accompagner d'un renforcement démocratique de l'Union européenne, une Europe unie, solide économiquement et protectrice, voilà ce que nous voulons. Et ce fédéralisme, mes chers collègues, n'est pas un même mot ni une utopie. Aujourd'hui, cette Europe politique est à portée de main. Les efforts de la France ont permis des avancées importantes sur la mise en place d'une coopération renforcée avec au moins 9 États membres pour instaurer une taxe sur les transactions financières. Pour être efficace, totalement efficace, une telle taxe devra bien sûr être appliquée par un nombre maximum d'États. Mais cette coopération renforcée est bel et bien un premier pas non négligeable qui montre que les choses ne sont pas figées et que les marchés financiers ne sont pas appelés à régner en maître indéfiniment. De même, l'instauration d'une union bancaire qui nous était présentée il y a encore peu comme une hérésie est bel et bien en marche aujourd'hui et la supervision intégrée des banques constituera un réel progrès. Je me réjouis d'ailleurs de voir que d'autres idées, que les radicaux de gauche ont été les premiers, longtemps même les seuls, à porter à défendre, comme la mise en œuvre d'un véritable gouvernement économique européen ou l'émission d'euro-obligations, font leur chemin aujourd'hui et trouveront, je l'espère bien, une concrétisation prochaine. Tous ces pas en avant, petits et grands, sont autant de pierres à porter à l'édifice européen qui est voué à devenir un rempart contre l'instabilité des marchés et les désordres de la mondialisation. C'est à ce prix, mes chers collègues, que cette nouvelle Europe pèsera de tout son poids sur la scène internationale et parlera d'égal à égal avec les États-Unis ou les nouvelles grandes puissances émergentes que sont la Chine et l'Inde. Telles sont, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, les quelques réflexions que je voulais tenir devant vous dans le cadre de ce débat d'orientation des finances publiques au nom des radicaux de gauche et du RDSE. Merci, chers collègues. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Dominique de Legge, au nom de l'UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, vous affichez un retour à l'équilibre pour 2017. Et pour y parvenir, vous faites le choix d'augmenter les prélèvements obligatoires massivement en 2012 et 2013 pour en gros 35 milliards. Et vous reportez les efforts sur la maîtrise de la dépense à partir de 2014.
Je ne crois pas que cette stratégie soit la bonne, non seulement parce qu'elle n'est pas équilibrée entre limitation de la dépense publique et augmentation des impôts, comme le suggère la Cour des comptes, mais parce que vous faites le pari d'une croissance retrouvée à 2% à partir de 2014, comme si l'augmentation massive des prélèvements obligatoires n'aurait aucune incidence sur la consommation des ménages et la compétitivité des entreprises et donc sur la croissance. Paradoxe, c'est au moment où vous commencez à admettre qu'il y a un lien entre la compétitivité de nos entreprises et les charges qu'elles supportent que vous décidez de leur en faire porter de nouvelles. Monsieur Gallois, commissaire général à l'investissement, ne déclarait-il pas la semaine dernière devant le cercle des économistes que pour retrouver de la compétitivité, il fallait alléger les charges de 30 à 50 milliards. Cela étant, je voudrais m'attacher à 4 points précis sur lesquels je souhaite obtenir des réponses non moins précises. Sur les questions des effectifs et de personnel, vous affichez la stabilité globale des effectifs, de la masse salariale et le maintien du pouvoir d'achat. Par ailleurs, vous confirmez le recrutement de 60 000 postes dans l'éducation nationale et de 5 000 dans la santé, la justice et la sécurité, soit un total de 65 000. Comment fait-on pour maintenir les effectifs de la masse salariale tout en maintenant le pouvoir d'achat et en respectant les déroulements de carrière, je pense aussi aux GVT et aux avancements? Et si les effectifs sont maintenus et que les services de l'éducation nationale, de la santé, de la justice et de la sécurité sont renforcés, où les postes sont-ils supprimés? À défaut de chiffres précis, peut-on avoir une idée des secteurs moins prioritaires ou des secteurs qui seraient largement pourvus? Vous devez répondre à cette question, ne serait-ce que par respect pour les fonctionnaires. Deuxième point, un nouvel acte de décentralisation nous est annoncé. Qui pourrait être contre? Mais je ne puis m'empêcher de rapprocher cet objectif de la question précédente. Monsieur le Premier ministre parle dans son discours de politique générale de doublons entre l'État et les collectivités auxquels il va falloir mettre fin. Madame Lebranchu, dans une interview à Acteurs Publics, dit qu'il n'y a pas de doublons, mais au-delà de cette cacophonie, en réponse à une question sur d'éventuels transferts de personnel de l'État vers les collectivités locales, elle indique que c'est possible, et en réponse à une question sur la manière dont on peut concilier le maintien du nombre de fonctionnaires avec le renforcement de certains secteurs que je viens d'évoquer, elle précise sa pensée, et je cite texto, « Des postes sont nécessaires dans certains secteurs, à nous de voir si certains fonctionnaires d'État souhaitent être transférés dans la fonction publique territoriale. » Voilà des déclarations qui ne manquent pas de nous inquiéter. Troisième point, associer les collectivités locales à l'effort de redressement national. Telle est la déclaration du Premier ministre lors de son discours de politique générale. Comment, mes chers collègues, ne pas mettre cette déclaration en écho avec les déclarations de Mme Lebranchu que je viens de rappeler? Nous espérons qu'associer les collectivités territoriales au nécessaire effort de redressement des comptes de l'État ne consiste pas à transférer des personnels qui ne seraient plus payés, et nous espérons que la nouvelle vague de décentralisation ne consistera pas, comme trop souvent par le passé, à transférer des compétences sans les financer. Comment non plus ne pas rapprocher cette déclaration sur les collectivités territoriales, qui me semble d'ailleurs une évidence, tant nos collectivités ne peuvent recouvrer l'impôt et dépenser indépendamment du contexte économique général? Comment ne pas remettre en perspective cette déclaration avec celle de certains de nos collègues ici même, il y a moins de 6 mois, lorsque le gouvernement précédent affirmait cette exigence? Dois-je rappeler qu'il criait au hold-up, à l'injustice, en faisant valoir que pour rien au monde, les collectivités étant responsables de la situation, elles devraient participer à cet effort? C'est sans doute cela le changement maintenant, et nous le notons. Enfin, je voudrais dire quelques mots de la RGPP, dont chacun a compris qu'elle était arrêtée depuis le 6 mai. Pourtant, que lit-on dans les documents budgétaires qui nous ont été confiés? Je cite, « Il est nécessaire que les réformes actées dans le cadre de la procédure budgétaire soient complétées par un exercice de revue en profondeur des politiques publiques. » On voit mal la différence entre cette nouvelle RPPP et la RGPP,
surtout lorsqu'on lit dans le même document budgétaire, un petit peu plus loin, le projet de refondation et de modernisation de l'action publique repose sur 2 piliers: l'amélioration de la qualité du service et la diminution et l'optimisation des coûts, car l'exigence qui pèse sur les comptes publics rend l'exercice d'un passage en revue des missions de l'État incontournable pour mieux hiérarchiser les priorités et les besoins des administrations. Mes chers collègues, sans doute les disques durs des ministères n'ont pas été changés, car à la virgule près, je l'ai vérifié, c'est un copier-coller des objectifs assignés par le précédent gouvernement à la RGPP, ce qui veut dire que de ce point de vue, le changement, ce n'est pas pour maintenant. En conclusion, votre document d'orientation cherche plus à masquer les difficultés et contradictions auxquelles vous êtes confrontés en faisant un procès de vos prédécesseurs plus qu'il ne trace de véritables perspectives. Je note, Monsieur le ministre, je note, Monsieur le rapporteur, que vous nous avez longuement parlé du jugement que vous portez sur l'action passée, mais que vous avez pris très peu de temps pour nous parler des mesures que vous envisagiez de mettre en place. Ceci est révélateur de votre refus de regarder la réalité en face, préférant rester dans la logorrhée de la campagne électorale. Elle est terminée et le vrai changement, ce serait de dire enfin la vérité aux Français et d'agir sans dogmatisme mais avec pragmatisme. Je vous remercie. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Jean-Vincent Placé. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher ami, cher Benoît. Mes chers collègues, les écologistes ont toujours érigé en valeur un principe de responsabilité étendue qui s'applique aux conséquences de nos actes, non seulement à l'égard de nos contemporains, à l'égard de notre environnement, mais aussi vis-à-vis des générations futures. Dès lors, à l'instar du Premier ministre, qui s'exprimait ainsi dans sa déclaration de politique générale, nous ne voulons pas être la génération qui aura reporté le poids d'une dette excessive sur ses enfants et ses petits-enfants. La gestion de nos finances publiques est aujourd'hui totalement accaparée, nous l'avons dit, par une dette abyssale, 1 800 milliards d'euros, soit près de 90% du PIB. Son service nous coûte 50 milliards d'euros par an, c'est la première dépense de l'État, davantage que le budget de l'éducation nationale. Si ce stock de dette, tout le monde en convient, est un héritage partagé par plusieurs décennies de gestion, il semble pour autant encore nécessaire de rappeler, après avoir entendu tout à l'heure nos collègues de l'opposition, que la dette de la France sous la présidence précédente a augmenté de 50%, tandis que les impôts des plus riches ont été massivement baissés dans un contexte de crise internationale. La résorption de notre endettement devra passer, tout le monde en convient également, à commencer par la Cour des comptes, à la fois par une augmentation des impôts et par une maîtrise des dépenses publiques. L'impôt, mes chers collègues, n'est pas une spoliation, contrairement à l'idée qu'a cherché à installer le gouvernement précédent. Ce dernier, d'ailleurs, avait imaginé un bouclier pour protéger nos compatriotes les plus riches de ce qui devait donc se comprendre comme une dangereuse agression. Or, qu'il le veuille ou non, le plus riche de nos concitoyens, fût-il éminemment brillant et méritant, est toujours l'héritier du patrimoine social, économique, culturel, scientifique, qui a été légué à notre société par les générations précédentes. Sa réussite n'aurait d'ailleurs pas pu trouver son expression sans notre structure sociale, son système éducatif, sa justice, sa police, son système de soins, ses infrastructures de transport et bien d'autres encore. C'est l'impôt qui permet de financer ces biens communs, ces services publics, et il est parfaitement justifié que la contribution de chacun à cet impôt augmente fortement avec sa réussite. L'impôt, c'est ce qui fonde la société. De ce point de vue, les écologistes approuvent pleinement les mesures déjà annoncées par le gouvernement et notamment celles contenues dans le collectif budgétaire que nous aurons prochainement à examiner. Certaines s'attachent à la nécessaire progressivité de l'impôt, comme la suppression de l'augmentation de la TVA, ou bien visent à protéger des populations particulièrement précaires, comme la suppression du droit d'entrée pour l'aide médicale d'État, l'AME.
D'autres, venant compenser les manques à gagner délibérément conçus sous le gouvernement précédent, portent avant tout sur les ménages et les entreprises les plus favorisées. C'est par exemple le cas du début de rétablissement de l'impôt sur la fortune ou encore de la lutte contre les optimisations abusives de l'impôt sur les sociétés. Après un quinquennat où les inégalités ont été cruellement ressenties, cette approche fiscale permet enfin de renouer avec la justice tout en contribuant à redresser nos finances publiques, le redressement dans la justice. En matière de dépenses publiques, la marge de manœuvre est en revanche plus ténue. Il est indispensable de s'interroger sur l'efficience de nos dépenses, sur l'efficacité de l'organisation de la fonction publique, ça vient d'être dit d'ailleurs sur d'autres bancs, de l'État comme des collectivités et sur la pertinence de ces missions. Mais il faut se garder de retomber dans la brutalité aveugle de la RGPP mise en œuvre par le gouvernement précédent et dont j'ai dénoncé tout à l'heure, oui, monsieur le président de la Commission des finances, l'horrible, vous le dites fort bien, même si vous, c'est avec sarcasme, et dont j'ai dénoncé tout à l'heure les effets désastreux dans le domaine de la sécurité publique que je connais bien. La démarche proposée par le président de la République se distingue de la RGPP d'abord par le fait qu'elle vise une stabilisation des effectifs de la fonction publique d'État et ensuite par la création de postes volontaristes qui ont été annoncés dans les 3 secteurs publics d'activité que sont l'éducation, la sécurité et la justice. La question qui se pose à nous maintenant est de savoir comment vont être déterminées, dans les secteurs non prioritaires, les réductions de postes venant compenser ces créations. Vous avez indiqué, monsieur le ministre, que c'en était fini des coupes aveugles engagées sous la droite, que cette réduction des effectifs serait désormais le fruit d'un projet de refondation et de modernisation de l'action politique et publique. Pourriez-vous toutefois, je crois que c'est aussi l'objet de ce débat, dans le cadre de ce débat sur les orientations de nos finances publiques, nous donner davantage de précisions quant à la méthode que vous comptez employer avec vos collègues du gouvernement? En effet, si la stabilisation des effectifs de la fonction publique n'est pas qu'un objectif de milieu ou de fin de quinquennat, mais bien, comme vous semblez l'affirmer, un objectif applicable dès l'exercice 2013, cela signifie que les réductions de postes qui viendront compenser les nouvelles créations devront être inscrites dès la loi de finances initiale de 2013, c'est-à-dire dans 2 mois, mois d'août compris. Ce délai, je vous interroge, monsieur le ministre, et je sais que vous êtes sensible à cette question, n'est-il pas un peu court pour engager un travail de réflexion sur les missions et les métiers de l'État? Je sais que vous avez la volonté de réussir le changement. Comment et avec quel calendrier y associer les fonctionnaires et faire vivre la concertation avec les organisations syndicales que le Premier ministre a érigées en méthode? Comment aujourd'hui repenser les missions et l'organisation de l'appareil d'État de concert avec celle des collectivités territoriales alors que l'acte 3 de la décentralisation est encore dans les limbes? Il semblerait pourtant nécessaire de rechercher dans cette articulation la suppression de doublons qui pourraient constituer d'évidence une source de rationalisation et d'économie dans les fonctions publiques. Vous voyez que nous sommes tous sur ces bancs attentifs à ces questions-là. Bien sûr, je le redis, nous sommes bien loin de la démarche destructrice et délibérément abrupte du gouvernement précédent. Bien sûr, nous comprenons aussi la nécessité de donner, sinon des gages, du moins des signaux à nos partenaires européens quant au retour d'une gestion saine de nos finances publiques après le laxisme budgétaire des années écoulées. Pour autant, il faut, à notre sens, se garder de trop s'approcher des exemples terribles que l'Europe nous offre aujourd'hui, d'économies défaites et de peuples anéantis par trop d'austérité. L'objectif, c'est la sortie de la crise. L'histoire récente, pour ne pas dire l'actualité, nous a démontré que pour atteindre cet objectif, les finances publiques doivent être redressées avec doigté. Des remèdes trop forts, on le sait, ont bien souvent tué les malades. Pour les écologistes, la maîtrise des finances publiques n'est pas une fin, c'est un moyen, et si ce moyen est nécessaire, il n'est pas suffisant. La crise que nous traversons est une crise de l'endettement et du risque financier non contrôlé. La reprise en main de nos finances publiques, pour peu qu'elle soit bien dosée, contribue à y apporter une solution, de même que les mesures de régulation comme la séparation des banques d'affaires et de dépôt annoncées par le président de la République. Cette crise est aussi sociale, avec des inégalités de revenus non seulement injustes socialement, mais encore économiquement néfastes. Les mesures fiscales qui se profilent, je l'ai dit, constituent les prémices attendues d'un juste rééquilibrage.
de même que la limitation de l'écart de rémunération applicable aux salariés et mandataires sociaux des entreprises publiques que vous avez décidé. Enfin, cette crise est également, et peut-être avant tout, je ne vais pas vous surprendre, écologique. C'est la crise d'un modèle économique fondé sur une croissance potentiellement infinie de la consommation matérielle et énergétique, dans un monde où les ressources qui alimentent cette consommation sont précisément limitées et où l'activité productive non régulée finit par menacer gravement le fragile équilibre de notre milieu. Pour les écologistes, remettre en cause le productivisme, ce n'est pas seulement tenter de préserver des écosystèmes viables et de protéger notre santé, c'est également proposer une économie durable fondée sur la satisfaction des besoins humains davantage que sur la consommation matérielle, moins avide de ressources naturelles et plus intensive en emploi. Quoi que l'on fasse, la croissance se heurtera désormais mécaniquement à la hausse du coût de l'énergie et à la raréfaction des ressources naturelles alimentaires et minières. Pour nous, le seul chemin de sortie de crise consiste à engager aussi vite que possible une véritable transition écologique. Cela passe par de nombreuses mesures, mais en matière budgétaire qui nous occupe aujourd'hui, cela doit nécessairement se traduire par la mise en place d'une fiscalité écologique, à commencer par la suppression progressive des innombrables niches fiscales chiffrées par les associations environnementales à plusieurs dizaines de milliards d'euros qui subventionnent une économie de gaspillage et de pollution. Nous avons la conviction, Monsieur le ministre, que ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra s'assurer que les efforts que vous demandez, que nous demandons aux Françaises et aux Français ne seront pas vains. Nous aurons l'occasion d'en redébattre lors des prochaines lois de finances et je forme le vœu que cette discussion, ce débat d'orientation budgétaire ne soit pas seulement un énième débat, mais que nous puissions ensemble construire la politique de ce pays dans la voie du redressement dans la justice. Je vous remercie, mes chers collègues. Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant, dans la suite du débat, à Monsieur Emery de Montesquiou. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme vous, je souhaite le succès du gouvernement. Comme vous, je veux revenir à l'équilibre budgétaire. Nous divergeons, hélas, sur les moyens de parvenir à cet objectif. Vous héritez d'une situation très difficile. Des erreurs, certes, ont été commises, par manque de courage ou obstination, comme le refus du triptyque, suppression de l'ISF, du bouclier fiscal et création d'une nouvelle tranche d'impôt. Mais vous avez une part de responsabilité dans la situation économique et sociale par votre opposition systématique. Vous avez refusé toutes les réformes structurelles indispensables, à commencer par le report de l'âge de la retraite, et refusé de reconnaître le choc terrible de la crise. Je fus circonspect sur certains aspects de la politique fiscale précédente et déçu par l'absence de volonté de refonder notre fiscalité. On m'avait assuré alors que j'avais économiquement raison, mais politiquement tort. J'ai soutenu néanmoins les mesures que je considérais favorables au redressement de notre économie. L'état catastrophique de nos finances publiques qui engage notre responsabilité, notre crédibilité, notre survie même, nous oblige à la sincérité et au courage. Monsieur le ministre, ne cédez pas au dogmatisme et à l'idéologie. Ne vous enlisez pas dans la sémantique pour esquiver la seule réalité qui s'impose, la rigueur. Vos prévisions de croissance à 0,3%, suivant la fourchette basse et le consensus des économistes, sont prudentes. Pour 2012, mais 1,2% en 2013 et 2% en 2014 me semble tout à fait irréaliste, vu la baisse de la croissance en Chine, en Inde, au Brésil, dans l'Union européenne. Que les plus riches contribuent le plus à l'effort de la nation, c'est un principe élémentaire de justice. Augmenter aujourd'hui l'ISF, d'accord, mais supprimer à moyen terme cet impôt ringard, devenu une curiosité française,
pour envisager une plus grande progressivité de l'impôt. C'est conforme à la justice fiscale et à une plus grande efficacité économique. Le PLFR, première étape de vos réformes budgétaires, prévoit d'accroître les prélèvements obligatoires alors qu'ils représentent déjà 45 points de PIB. Vous voulez encore accroître la part de l'État déjà disproportionnée, au détriment des ménages et des entreprises auxquelles vous demandez de supporter tous les efforts, alors que la trésorerie de ces dernières est déjà tarie. C'est plutôt à l'État de faire une cure d'amaigrissement. Elle est devenue vitale. Autrement, l'État, déjà outrageusement boursouflé, deviendra totalement impotent. Prenons l'exemple sur les Italiens, dont le plan de rigueur prévoit des économies de l'ordre de 260 milliards de 2010 à 2014 et des réformes structurelles. Je vous assure que beaucoup aujourd'hui dans l'opposition vous suivrez si vous avez ce courage. Quelle réduction massive des dépenses proposez-vous? Vous réalisez, j'espère, combien c'est nécessaire. Sur quel ministère allez-vous procéder à ces diminutions de dépenses difficiles mais indispensables? La France n'a pas raison contre tous ses partenaires européens. Nos gouvernants, droite et gauche confondus, se sont réclamés de la spécificité française pour justifier leurs renoncements successifs. Le Financial Times a souligné en juin dernier que la France est le principal obstacle à une solution à la crise de l'euro. C'est très inquiétant économiquement et politiquement. Vous proclamez la nécessité de faire progresser l'indispensable convergence européenne et en même temps, vous accroissez l'écart de fiscalité avec nos partenaires. C'est incohérent. Selon Emmanuel Sartorius, en charge du dossier automobile, que vous devez considérer comme incontestable puisque vous l'avez désigné, l'écart de compétitivité avec l'Allemagne est de 38%. Vous ne pouvez avoir raison contre tous, contre la Cour des comptes qui recommande d'agir davantage sur nos dépenses que sur nos recettes, contre la Commission européenne qui attend le retour au plus vite de notre déficit budgétaire sous la barre des 3% du PIB, notamment par une réforme de nos dépenses sociales, contre l'inspection générale des finances qui estime qu'une augmentation des impôts ne peut qu'entraver notre compétitivité. Vos orientations anti-économiques m'inquiètent d'autant plus qu'elles peuvent être antisociales. Pourquoi surtaxer la participation qui crée un lien formidable entre tous les salariés d'une entreprise? Pourquoi taxer les heures supplémentaires et concomitamment augmenter les charges salariales? Pourquoi augmenter la seule CSG qui touche tous les salariés, les ménages modestes comme les classes moyennes, quand vous prétendez cibler les ménages aux revenus les plus élevés? La suppression de la TVA anti-délocalisation qui frappe ni les produits alimentaires, ni ceux de première nécessité est une aberration. Elle va à contre-courant des propositions de la Cour des comptes, présidée par le respecté et compétent Premier président Didier Migaud, issu de vos rangs. De procéder à une hausse modérée et équilibrée de la TVA et de la CSG, la TVA sociale contribuerait à renforcer notre compétitivité, à taxer les importations pour équilibrer notre commerce extérieur. Notre pays est devenu de moins en moins attractif. Ce n'est pas encore de votre fait. Nous sommes déjà devancés dans l'Union européenne par la Grande-Bretagne et l'Allemagne pour les investissements directs étrangers. Imaginez-vous un instant l'effet désastreux de nouvelles taxes pour les investisseurs et donc pour l'emploi. Les défis de la globalisation et de la compétition économique font apparaître l'inadaptation de notre système fiscal. Nous connaissons nos maux, avant tout le coût exorbitant du travail qui freine l'activité et grève nos comptes publics. Sans activité économique, aucune taxe à 75% ne remplira les caisses de l'État. Mais quel symbole outrancier! Nous connaissons aussi une partie de la solution.
il faut alléger les charges salariales et patronales pour financer les risques universels comme la maladie par une augmentation de la TVA. Adoptée trop tard dans le quinquennat précédent, la TVA compétitivité sera abrogée avant même son entrée en vigueur. Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a récemment déclaré à l'Assemblée que son abrogation revenait à rendre près de 13 milliards aux plus modestes. Ce diagnostic est totalement faux. Il est inquiétant qu'un haut responsable socialiste puisse tenir des propos aussi anti-économiques et opposés à tout bon sens. En condamnant les entreprises à l'atrophie, ce sont les Français que nous condamnons à la paupérisation et au chômage. Hormis la hausse des taux de prélèvement obligatoire, vous n'avez aucune stratégie pour utiliser l'outil fiscal à des fins économiques. Inspirez-vous du Danemark et de l'Allemagne qui ont su faire des réformes courageuses. Monsieur le ministre, ce n'est pas au moment où l'industrie française est menacée qu'il faut alourdir les charges sur les salaires. L'urgence est à restaurer la compétitivité et l'emploi. La fluidité du marché du travail, sclérosée par les complexités administratives, et la baisse des charges sont indispensables. Je ne reviendrai pas sur le désastre des 35 heures, l'exemple le plus dramatique de mesures cliquet qui minent notre économie. Jamais Toyota ne se serait installé à Valenciennes avec les 35 heures. Le gouvernement sortant les a aménagées sans avoir, hélas, le courage de les supprimer. Elles ont plombé notre productivité. Excellente à l'heure, médiocre à l'année, pire sur la durée d'une vie de travail. Elles privent les gens du droit de travailler s'ils le veulent et surtout s'ils en ont besoin. Les dépenses fiscales pour travailler moins coûtent 12 milliards. On marche sur la tête. Votre politique n'est pas incitative. Vous donnez l'impression de vouloir sanctionner l'effort et le mérite, de pénaliser pour leur réussite les chefs d'entreprise, ceux des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Ils sont les moteurs de notre économie, en particulier pour la création d'emplois. Sachons au contraire les accompagner en réhabilitant et en stimulant l'esprit d'entreprise. Je vous demande de garder à l'esprit cette observation si juste de Winston Churchill. On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire, peu voient en lui le cheval qui tire le char. L'augmentation des impôts que vous proposez bride toute volonté d'action et incite, hélas, beaucoup de cadres et d'entrepreneurs à quitter le pays. Vous avez conscience qu'aujourd'hui, pour les talents, le marché, c'est le monde. Les jeunes Français étudiants à l'étranger sont de plus en plus nombreux à y rester. Ils ne reviennent pas dans notre pays qui ne leur propose que sanctions pour ceux qui réussissent. Au lieu de n'offrir que repli sur toi, pessimisme ou résignation, insufflons de l'espoir, de l'envie à travailler en France. Nous attendons avec impatience les conclusions de la mission sur la compétitivité des entreprises confiée à Louis Gallois, homme d'entreprise et grand serviteur de l'État, nouveau commissaire aux investissements d'avenir. Je suis prêt à parier qu'elles seront très différentes de la politique fiscale que vous proposez. Cessons la démagogie et la surenchère. Notre système est à bout de souffle. Ayons la lucidité de le reconnaître. L'État ne peut plus assumer son rôle providentiel. Il tente désormais de le transférer vers l'entreprise. Vous savez peut-être, Monsieur le ministre, qu'un chameau peut supporter une très lourde charge jusqu'au moment où il ne peut plus se relever. Monsieur le ministre, ayez à l'esprit Pierre Mendès France, qui disait de notre pays « Travaillons ensemble à lui rendre la foi, les forces, la vigueur qui assureront son redressement et sa rénovation.
Soyez assurés qu'une fois guéri, loin de vous reprocher votre rigueur et votre courage, il vous sera reconnaissant de l'avoir éclairé et de lui avoir montré le chemin de son salut. Nous serions prêts à vous accompagner sur ce chemin. Je vous remercie, chers collègues. À la demande du gouvernement, la séance est suspendue pour 5 minutes.